on veut le voir, puis on veut que les clients, quand ils reviennent, ils se sentent comme ils sont de retour chez Logan. Logan, il a été modifié, il a été mis à jour, il a été revampé, si on peut le dire comme ça, mais ça reste Logan. Donc, on veut pas que les gens ils se sentent ailleurs ou dans un autre endroit. On veut que cette âme qui fonctionnait par le passé dans la première version, qu'elle perdure dans le temps. Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Okay. Alors aujourd'hui, on reçoit 2 invités et j'ai envie de dire enfin. Enfin parce qu'on a déjà vécu quelques aventures ensemble. On a cuisiné pour Macron et Trudeau. On a cuisiné avec l'incroyable Marie-Victorine Manoa, avec Marc Verrat, 3 étoiles Michelin, et 2 fois avec Giuliano Sporandio, 2 étoiles Michelin. Et aussi, et peut-être surtout, on est passé à travers une rénovation majeure du resto. Alors je dis on, mais bien sûr, vous avez compris que c'est nos invités qui ont fait tout le boulot et qui à chaque fois ont eu l'énorme gentillesse de partager ces moments avec nous. On commence à se connaître pas mal, on commence à connaître votre staff, à se sentir un peu comme à la maison dans votre restaurant, à faire partie de la famille. Alors pour tout ça, pour votre grande amitié, on vous dit merci, merci, merci. Aujourd'hui, c'est Mila et Marc-André qui sont dans le jus. Marc-André, Mila, bonjour. Bonjour. Je suis ému de l'introduction. Ouais. Vous avez eu la gentillesse à chaque fois de nous faire signe. Je me rappelle encore de cet incroyable coup de fil. On était sur la route de retour des Laurentides et tu dis on va cuisiner pour Macron, on va cuisiner pour Macron. Est-ce que ça vous tente de venir? Et Pascal qui dit dis oui. Comme si j'allais dire ouais bof. Macron qui Oui, mais on savait que vous étiez assez fou pour embarquer dans ce projet-là, qui allait pas être une aventure si simple, si orchestrée comme on le voudrait, et qu'on allait être un peu là à la merci de ces grands hommes qui passent à Montréal. Donc, pour vrai, ça a été toute une aventure. Ouais. Bon, on va revenir sur ça un peu plus tard, là, parce que des fois, tu sais, on commence sur des sujets, puis on évite le sujet central. Surtout avec moi. Donc aujourd'hui, non, mais nous aussi. Alors aujourd'hui, on est quand même là pour dire la grande étape, Hogan et Beaufort 2.0. 2.0. Ouais, vous avez pris un gros moment, un gros moment. Vous avez dit stop. On repart à zéro sur une structure qui marchait déjà super bien. Vous avez pris le temps, vous avez mis l'argent, vous avez mis les moyens. Donc, bravo, félicitations pour ça. Alors, Hogan 2.0, expliquez un peu à nos auditeurs et auditrices, c'est quoi le projet exactement? Et surtout, pourquoi? Ouais. Mais c'est vrai, c'est ça la question. Faudrait dans le fond, c'est un peu de la folie. C'est un peu de la folie parce que je pense que ça vient avec le fait que, puis je vais le dire au micro, que je vieillis. Je vieillis et mon amour pour mon métier m'apporte à vouloir faire les choses différemment, puis vouloir faire les choses mieux. J'ai passé c'est ma 30e année en cuisine cette année. J'ai passé les dernières années à courir, à travailler fort, à vouloir faire du Hogan et Beaufort le restaurant dont j'en suis fier aujourd'hui. Puis avec notre petite famille, avec notre fille qui grandit, avec l'équipe qui grandit aussi autour du groupe Hogan et Beaufort. Je crois on s'est donné les moyens de bien faire les choses pour la prochaine étape. Des fois, je dis 10 à 15 ans. Des fois, je dis 15 à 20 ans. Donc, la prochaine étape, je ne sais pas ça va nous mener où, mais on a clairement monté le restaurant de rêve qu'on a toujours voulu avoir pour démontrer qui on est, démontrer qu'est-ce qu'on aime faire et comment on aime recevoir les gens. Et nous voilà à 3 semaines de l'ouverture et c'est ça. Moi, j'en suis à tous les fois que je rentre ici, je suis fébrile parce que j'ai passé des journées, des semaines, des années à y travailler et je suis fébrile de la réouverture parce que je suis fier de ce qu'on a fait. Fier parce que c'est un travail d'équipe. Il y a
toute une équipe qui a travaillé fort derrière ça. Puis c'est ça. On est à quelques jours de l'ouverture, donc ça, c'est. Ouais, parce que je veux juste préciser là, le plus gros des le plus gros des travaux, enfin le plus visible des travaux, c'est pas en avant. En avant, il y a quand même une belle beau rafraîchissement. Il y a eu notamment les magnifiques luminaires de Nicolas Pomerleau qui sont incroyables. La cuisine quand même qui a été aussi C'est ça, refaite, c'est le ça. plancher quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le plus gros des travaux, c'est la cuisine. Ouais. Qui a été largement agrandie, et puis vous avez rajouté une cave à vin, vous avez rajouté une salle pour les employés, donc c'est plutôt en arrière que le plus gros des travaux a eu lieu. Une plonge énorme. En fait, c'est des choses qui nous manquaient. C'est l'expérience employée. L'expérience client, c'est quelque chose à laquelle on avait réfléchi. Je dirais que tout a été bâti pour le client initialement, puis on est très bon dans la restauration de s'occuper des autres, puis de se négliger. C'est que là, comme Marc-André a dit, il vieillit. Et donc, il faut donner un petit peu d'espace pour la relève. Puis, on réalise qu'on arrivait à faire pas mal de magie avec le peu qu'on avait, mais si on veut la pérennité, puis si on veut être là pour le long terme, tu dis 10 à 15, 15 à 20, on l'a renouvelé pour les prochains 20 années facilement. Assurément qu'il va y avoir de la maintenance à faire, puis à continuer à réinvestir là-dedans, mais on l'a fait pour que les employés y aillent un vrai bureau, un vrai espace avec des casiers. On faisait tout sur 2-3 caisses de lait. Je pense qu'il y en a une en arrière de toi, Pascal. Tout se passait dans des caisses à lait, dans Hogan 1.0. Puis, autant que le visuel est important, puis c'est important d'en rafraîchir. Puis, je pense que le Hogan 1.0, duquel je faisais pas partie, c'était Marc-André avec ses 3 autres partenaires qui avaient commencé ça. Puis, mais j'étais un peu derrière certaines idées puis certaines visions qui sont encore là aujourd'hui. Ça faisait partie du projet, autant familial que business. Puis tout a été pensé avec les moyens du bord et le peu qu'on avait pour offrir le maximum aux clients. Puis après ça, après 10 ans, on a réalisé, on l'a vécu à tous les jours, que c'est très important de réinvestir dans le volet employé, dans le back-end, si on peut le dire comme ça. Back of the house, c'est là où la magie se fait. Donc, c'est là où il faut donner les moyens pour continuer à pousser la machine puis à réussir. Mais c'est super important parce que on parle souvent de respecter son staff. Et là, vu l'argent que vous avez investi, on peut dire que c'est mission accomplie. Parce qu'en plus, pour vous deviez courir à droite, à gauche chaque fois pour réparer des petits trucs, étant donné qu'il y avait la machine était plus grosse que le bac. Donc, alors, qu'on fasse visualiser un peu aux gens les salles de préparation, elle est belle, bien les murs par rapport à ce qu'il y avait avant. Les murs, ils sont bien facilement nettoyables. Le sol a été réfléchi pour être facilement nettoyable. C'est tous les petits détails. La plonge, elle est énorme. Elle est magnifique. Plonge de luxe. Plonge de luxe. Première job de Marc-André. On va recommencer comme plongeur. Donc, pour moi, les plongeurs dans nos équipes sont c'est le département le plus important. Une plonge fonctionnelle, organisée, c'est un restaurant qui est heureux de travailler, des économies au niveau de la casse de vaisselle et de l'organisation. Pour moi, la plonge, c'était hyper important et j'ai eu tellement de soucis. On aurait dû faire des capsules vidéo de ça, de moi qui doit ficher, donc pour utiliser, donc qui doit jouer dans la tuyauterie parce qu'on avait des enjeux de tuyauterie. Lorsqu'on a fait le Hogan, v'là 10 ans, à l'ouverture, la plomberie ça a été négligé. On l'a fait avec les moyens qu'on avait, on l'a fait avec les connaissances qu'on avait, on a fait énormément d'erreurs et là, pour réussir à faire bien notre métier, donc de recevoir les gens, de bien les nourrir, de s'assurer qu'ils passent une belle journée, c'était énormément de complexité par en arrière de voir tenir à coups de bout de ficelle, de tie wrap et de tape gris. Tous les moyens sont bons. Mais pour pouvoir tenir par des bouts de ficelle, donc l'arrière du restaurant. Maintenant, la cuisine, elle a doublé de grandeur, donc pour pouvoir préparer. Donc, on a une meilleure organisation. On va pouvoir se concentrer à bien faire les choses. On a mis l'emphase sur comment les emplois. Dans le fond, on a investi dans le capital humain et c'est ce que je trouve qui est la force du Hogan, donc les humains derrière le concept. Et la plupart sont de retour avec nous pour voir l'évolution. Chaque semaine, ces jours-ci, j'apporte
les collègues de la fermeture qui veulent voir où on s'en va, puis c'est toujours la même chose. Il y en a certains qui se gardent la surprise aussi. Donc, il y en a qui disent, je vais pas le voir tout de suite, je vais être trop excitée. Donc, ils se gardent la surprise. Oui, exactement. Ils veulent avoir le dévoilement. Tu parlais de ton staff, là. Est-ce qu'on peut parler du nouveau chef exécutif que t'as amené, ou tu gardes la surprise? Bien sûr. Donc, je garde pas, avoue, je garde plus de surprise. Donc, un nouveau chef exécutif. Pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. On a une équipe de cuisine de fous. Juste de fous. Je l'ai dit comme ça. Parce que déjà, t'avais Vincent Barona, qui est encore là, incroyable, qui reste là. Avec sa passion, avec son amour pour la cuisine. Vincent a les valeurs enlignées à 1000% avec celles de l'entreprise. C'est quelqu'un de tellement agréable à travailler à tous les semaines. C'est quelqu'un qui est là pour la famille, qui est là pour l'équipe, qui est là pour le projet. Souvent les chefs ont leur vision, et ce qu'ils veulent, c'est faire leur vision dans ton projet. Vincent a son type de cuisine, hein. Il a ce qu'il a appris à travers les années dans toutes les belles maisons qu'il a fait, mais est ici pour que le restaurant fonctionne. Et à ça, on a greffé donc 2 autres personnes. On a greffé donc Kevin, donc qui vient de la Maison Boulu, qui arrive. Kevin Berry-Micombe. Exactement. Ça, c'est une sacrée recrue aussi. Oui, hein. Donc qui se joint à l'équipe, qui va arriver un petit peu plus sur le tard. Donc, il va arriver dans 2 semaines. Et il doit prendre quelques jours de vacances entre Maison Boulu et Logan et Beaufort. Donc une nouvelle recrue donc à la barre du projet, et on a eu toute une visite, une surprise. David est venu me voir au Annette. David et moi, on avait collaboré ensemble aux 400 coups. À l'époque des 400 coups, David travaillait avec moi sur la ligne. David Lepage, exactement. Donc avait déjà sa fougue pour la cuisine, le regard vers l'avant, et un futur assurément prometteur avec tout ce qu'il a fait, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Aussi pour le groupe Boulu, est venu me voir là, je dirais 7 mois, avait le goût d'un nouveau défi, se souvenait de comment on avait collaboré ensemble, de la rigueur que j'avais des 400 coups. Puis c'est drôle parce qu'il m'a dépeint comme étant dit tough en cuisine, et c'est ça. Donc, as-tu l'impression d'être tough en cuisine? Avais-tu l'impression d'être tough? Ben, je pense que dans le temps des 400 coups, j'avais beaucoup de pression à apprendre qui j'étais comme chef de cuisine, mais je crois pas que j'ai déjà été difficile. J'ai la rigueur, beaucoup de travail, on tourne pas les coins ronds, mais je crois que j'ai toujours été un chef fair, un chef qui a pris mon équipe et essayé de la porter plus loin. Et j'ai aimé quand David, parce que souvent on se souvient plus, hein, v'là 15 ans comme on était en cuisine, et j'étais content qu'il m'en parle, mais David s'est joint à l'équipe, a donné un fort coup de main pour justement là revamper le menu, donner un coup de main à l'équipe. C'est un ancien qui a pris la tête du Annette, Alexis Yel Soulière, donc qui est un ancien sous-chef du Hogan. Ça fait 5-6 ans qu'il est dans la famille, et maintenant à la tête du Hogan. Pour moi, c'est une fierté. Et David Lepage s'en vient à la rouverture demain. Demain, on déménage. Après-demain, on place les équipements et on commence à cuisiner, finaliser les tests. Ouais, parce que là, on enregistre, on est mi-octobre. La réouverture officielle, c'est 1er novembre. Exactement. Donc, on a une semaine... là, c'est pas négociable. Ça, c'est pas négociable. Non négociable. Là, maintenant, c'est non négociable. Ce matin, j'étais à 7h ce matin pour voir le travail du plancher. Monsieur de plancher me disait, mais j'ai besoin de 2-3 jours de plus. C'est non négociable. Demain, on est 20 à déménager. Cette semaine, c'est la semaine de déménagement. La semaine prochaine, c'est la semaine de tests et formation. Et l'autre semaine d'après, c'est le soft opening et la journée d'ouverture. Donc, plus personne peut venir arrêter le projet. La journée, les réservations sont déjà complètes pour le 1er novembre aussi. Donc, c'est... Wow! Ça fait plaisir. Les réservations vont de bon train. C'est excitant et peurant pour nous.
énormément de réflexion. Ça fait plus de 2 ans qu'on est sur le projet, à réfléchir chaque coin, chaque centimètre du restaurant est maximisé, revisité, repensé avec David Vincent, le directeur de la restauration, qui est ici depuis 7-8 ans. On a marché ce restaurant-là, on a fait les millions de pas qu'on a fait ici, nous emmener à savoir qu'est-ce qu'on a de besoin, puis comment maximiser le restaurant, puis avec Kim de chez Appareil. Donc là, on a revu le visuel de tout ça, et c'est une bonne négociation. Une très bonne négociation et tout. C'est tout une bonne négociation de vision, d'enlignement, de direction, parce que autant que des fois on veut faire un nouveau projet, donc on embarque dans le nouveau projet, tout est différent, tout est nouveau. Pour nous, c'était important que le Hogan reste le Hogan, puis quand on rentre à l'intérieur, qu'on ressente encore le feu de bois, que l'emphase soit là-dessus aussi. C'est un peu le volet symbolique de là où que tous les gens se ramassent, puis on veut le voir, puis on veut que les clients, quand ils reviennent, ils se sentent comme ils sont de retour chez le Hogan. Le Hogan, il a été modifié, il a été mis à jour, il a été revampé, si on peut le dire comme ça, mais ça reste le Hogan, donc on veut pas que les gens ils se sentent ailleurs ou dans un autre endroit. On veut que cette âme qui fonctionnait par le passé dans la première version, qu'elle perdure dans le temps. Puis ça a été juste raligner les visions puis les souhaits de tout le monde. Ça a été un travail un peu plus pointilleux. Je pense qu'on a été un peu fatigant comme client là-dessus, mais je pense qu'on a été client difficile, mais on était entre de très bonnes mains. Donc, exigeant. On était absolument... Oui, on a été... en fait, on savait où on s'en allait. On s'en avait où on s'en allait. Fait que pas nécessairement exigeant. C'est plus la ligne directrice, elle est là. Puis on voulait juste s'assurer de pas trop s'égarer de ça. Appareil Architecture, c'est quelqu'un avec qui on a été entre de très, très, très bonnes mains. Puis, ils ont fait la première version du Hogan. C'était juste naturel qu'on fasse la deuxième étape avec eux aussi. Puis, des fois, quand on est tous des artistes, on a tous des visions. Puis c'était la fine négociation de à quoi va ressembler le résultat final. Puis j'espère quand vous êtes rentrés il y a déjà une semaine, que vous vous sentiez toujours chez Hogan, justement, que c'est pas quelque chose qu'on a échappé en cours de route. Non, l'esprit est vraiment là. J'ai 2 questions pour vous. La première question, c'est qu'est-ce qui va changer au niveau cuisine? Est-ce que j'imagine que vous allez rester sur la même voie, là, il n'y a pas de rénovation, de changement majeur, mais est-ce qu'il y en a quand même quelques-unes? Est-ce que vous voulez aller plus dans une direction et une autre? Et ma deuxième question, je m'excuse de vous la poser, là, peut-être vous n'allez pas vouloir me répondre, mais avec un resto comme ça, avec un staff comme ça, est-ce que vous vous êtes donné des objectifs? On parle d'étoiles ou de 50 Best ou de quelque chose comme ça? Je les laisse répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, on va répondre à une des 2 questions. Alors, au niveau de la cuisine, l'identité du Hogan va rester. Donc, on va toujours être sur un menu de dégustation. On a fait des énormes réflexions sur le menu de dégustation. Et on a regardé ce qui faisait à Montréal. On a regardé le niveau de cuisine qu'on avait le goût d'avoir pour Logan, tout en suivant la ligne directrice. Et on va rester dans les mêmes eaux qu'on avait avant, donc un menu en 7 services. Et on va mettre de l'avant encore les produits du Québec. Au niveau de la carte, donc le but c'est de un peu de et je comprends la clientèle, puis je rentre dans du côté monétaire de la chose, mais je vais essayer de baisser un peu les prix de ce qu'on avait dans le passé pour essayer d'avoir une cuisine qui est accessible. Lorsqu'on a ouvert
Puis je vais m'expliquer, accessible Logan avec un menu dégustation à 125$, puis des entrées à 25-30 et des plats à 40-50, donc comme dans les restaurants du niveau du Hogan. Est-ce que c'est tant si accessible que ça? Mais je me souviens qu'à l'ouverture du Hogan, le but c'était d'être une vitrine pour les producteurs du Québec, d'être une vitrine pour les beaux produits qu'on retrouve au Canada. Puis je veux continuer à le faire. Encore là, ce que j'ai été chercher, c'est du talent en cuisine, des techniciens et je crois avoir une alors je vais nommer, j'ai la meilleure équipe de l'Est de la ville, je vais le dire comme ça, pour mettre de l'avant ces beaux produits-là et j'en suis très fier. Donc on continue la cuisine au feu de bois, on continue de mettre de l'avant les quelques classiques là, que ce soit la focaccia, la côte de bœuf et les huîtres au sabayon. Mais au-delà de ça, on a quelques petites nouveautés. On a fait 3 jours de tests la semaine passée avec David et Vincent à revisiter quelques classiques. On poursuit cette semaine. J'ai tellement hâte de vous montrer là quelles sont les nouvelles idées qu'on a. C'est excitant, puis ça va dans le sens du Hogan. Un Hogan qui est plus réfléchi, un Hogan qui est un petit peu plus moderne, mais sans perdre ses bases là, d'utilisation du feu de bois puis du côté humain de la chose. Ouais. L'accent sur les produits locaux. Ouais. Et la deuxième question. Ah, ça, c'est Mila qui va répondre pour ça. Alors, Mila. Merci. La patate chaude. La patate chaude à Mila. Non, mais la question, c'est est-ce que vous formalisez un objectif ou pas forcément? Quand on a commencé le projet, il y a peut-être 1 an et demi environ, c'était pas dans les cartes, puis c'était pas tant dans les discussions au Québec, puis c'était vraiment quelque chose qui était dû de renouveler, revoir le Hogan, parce qu'on veut la pérennité, puis on veut le long terme. Après ça, discussion d'étoiles, je pense que tout le monde l'a vu en quelque part au Québec, qu'on dise l'inverse ou pas. C'est quand même une reconnaissance d'un travail si dur, puis d'un investissement en restauration, puis dans notre métier, dans votre métier, il y a, je pense dans tous les métiers, quand on s'investit à ce point-là, ben d'avoir une lumière sur un restaurant qui assure une pérennité, mais qui redonne aussi un souffle aux générations qui suivent, à la relève. Si c'est sûr qu'on aimerait une étoile, est-ce qu'on l'aimerait pour nous? Pas tant. On aimerait que les employés soient fiers parce que ils travaillent dur eux aussi. Nous, comme on vieillit de moins en moins, on arrive à prendre un petit pas de recul puis d'avoir une meilleure vision d'ensemble. C'est ce qu'on essaie de travailler de plus en plus aussi. Puis, avoir une belle reconnaissance comme ça donne une droiture à toute l'équipe. Ça leur montre, ça leur illumine un peu le chemin, puis ça les rend fiers. Puis je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être fier de ce que tu fais à tous les jours, puis la raison pour laquelle tu te lèves à tous les jours quand tu t'en vas travailler. C'est d'être fier de ta journée. C'est pas la mission première du restaurant d'aller courir pour l'étoile, mais tout le monde travaille dans ce sens-là. Tout le monde travaille dans cette direction-là. Et vous savez que ça va être juste pour 2026 parce que vous ouvrez en novembre. Donc, je pense que c'est au mois de novembre qui viennent. L'année dernière, c'était au mois de novembre qu'ils ont fait leur tour. Donc, vous êtes juste dans les temps, peut-être un peu trop tard. Oui, mais après ça, c'est je crois pas qu'on va s'arrêter à ça. Bah non. Toute l'équipe en parle, toute l'équipe est fière, toute l'équipe va travailler fort dans cette direction-là. Après ça, moi, je leur ai déjà dit, parce qu'on en a eu des discussions autour d'une table, on en veut. C'est pas une question que si on en veut, c'est pas nous qui décidions. On va continuer à faire les choses comme on le voit, de bien faire les choses dans un cadre, je pense, qui est très net et très, très organisé. Très Donc, est-ce que ces outils-là ont été créés pour ça? Jamais. Est-ce qu'on aimerait s'en avoir une? Totalement. Donc. Mila, est-ce que toi, tu vas travailler au Hogan ou tu vas être un peu partout? Je suis un peu plus une fille de back-end. Je sais pas c'est quoi le terme francophone pour ça. Administratif. Je déteste opérationnel. Administratif, non merci. Ça me qui tire les fils et qui tire les ficelles derrière. Opérationnel. Ouais. C'est opérationnel, oui, beaucoup. Vous avez rencontré notre directeur des opérations. Je l'accompagne beaucoup dans plusieurs projets. David Vincent, notre directeur de salle. Je suis son sounding board. Je suis désolée pour tous les anglicismes, il y en a là. Mais je suis son sounding board. Donc, du cœur.
Non? C'est Non. pas ça. Non, c'est pas ça. OK. Non. Ouais. J'essaie d'être là pour les gens dans l'équipe qui ont besoin d'accompagnement. Je suis beaucoup du côté des communications, relations publiques, médias avec Lisa que vous avez rencontrée, qui est incroyable. La vidéo qu'elle a faite là pour le lancement. Elle est Ah, magnifique. Elle est Rallumer la Puis- flamme là, c'est. Oh là là. Ça, là. c'est du Lisa. un cinéma. peu, Ah ouais, oui, ouais, c'est- exact, mais elle est Pas de pression extrêmement aussi. talentueuse. Elle est extrêmement talentueuse, puis je l'accompagne plutôt dans la vision et la direction. Donc, je suis plus la ligne directrice sur l'identité du Hogan. Si je râle, c'est un cheval de bataille, puis je suis tout le temps là-dessus, que ce soit dans la sélection des couleurs du menu. On va voir si ça fonctionne. Choix de couleur des chaises, ça n'a pas du tout fonctionné. On a dû repartir la machine. Donc, j'essaie d'être là dans la vision, puis donner une âme à la coquille qu'on est en train de construire. Il y a insouffler un peu de poésie dans l'opérationnel aussi, là, si je peux le dire comme ça. Donc, mon titre est très, très vague. Ma liste de tâches, elle va dans tous les sens. Énorme. Ouais. Puis Mila travaille au Annette le soir, certains soirs de la semaine, donc en service. Des fois Annette le soir, des fois traiteur en cuisine, traiteur en stratégie aussi beaucoup. J'aide beaucoup pour l'enlignement, le visuel avec Édouard et Léo aussi, stratégie de vente. Donc, puis j'accompagne les RH aussi à travers tout ça. Donc ça va dans tous les sens. Ouais. Mais c'est important pour toi de garder un pied dans le service? Beaucoup. Moi, je viens de là. Donc, j'ai tout appris. J'étudiais la littérature à Concordia pendant un moment. Puis, j'ai tout appris en travaillant au Newtown où j'ai rencontré Marc-André. C'est l'ancien restaurant de Jacques Villeneuve. Je faisais le service, le vestiaire, le bar sur Crescent. Oui. Exactement. Oui, ça a été très formateur, si je peux l'englober dans un... Rock and roll? Oui, aussi. Hein? D'après ce qu'on a entendu. Oui, ça pouvait... André lève les yeux au ciel. Des vertes et des pas mûres. Et on a appris les choses. C'est important d'apprendre les choses. Formateur. Ça a été formateur. Ouais. Ça a été formateur. Ça a été Ouais. formateur. Ouais. Ça a été très, C'était très formateur. Ouais. On sait ce que ça veut dire, le mot. C'est poli, hein? C'est poli. Je dis, tiens, j'ai appris des choses que je veux pas reproduire. Ouais, on a travaillé, je travaillais le midi, le soir, j'allais faire des examens entre 2 quarts de travail parce que c'était à un demi-bloc de l'université. Puis, pour moi, j'ai tout fait en service. Puis, il y a quelque chose qui est resté avec moi. Donc, j'avais vraiment l'amour et la passion de mon métier. Je le faisais peut-être juste pas dans un cadre idéal. Puis après ça, j'ai commencé à enchaîner des restaurants et des expériences plus sérieuses, plus professionnelles au niveau gastronomique et au niveau culture de vin. Le Newtown, c'était professionnel sur plein de points. Ça ne l'était c'était peut-être moins pointu sur ces volets-là. Puis, pour moi, c'est important de justement garder la patte dessus puis de rester proche des opérations. Le but n'est pas de se déconnecter. Des fois, peut-être un petit recul puis une meilleure vision d'ensemble, c'est très important et très pertinent, mais il n'y a rien de mieux que comme d'être sur le terrain. Et en fait, le plaisir et le fun est tout là. En fait, c'est ça que vous visez en mettant une structure comme ça au GAN, c'est prendre un peu de recul, mais avoir un meilleur contrôle général? Oui, totalement. Avoir une vision qui est... Lorsque moi, donc je vais être quelques soirs, semaines au niveau du Hogan et en cuisine, pour moi c'est important d'être en cuisine avec l'équipe puis de pouvoir les supporter puis les accompagner là-dedans. Ils ont déjà toutes les connaissances et les forces pour pouvoir opérer un restaurant, mais ça reste que c'est notre bébé, donc je me dois de l'accompagner, je me dois d'être avec eux, être proche de la clientèle, c'est là ma force d'être au fourneau et proche des employés et des clients qui nous visitent depuis tant d'années. Donc c'est le poste que tu préfères aussi? Hein? C'est exactement ce que je préfère. C'est là avec ma veste de cuisine et la nouvelle cuisine qu'on a montée, elle est faite pour recevoir. J'ai créé un espace qui est un poste pour que je puisse être dans la cuisine sans déranger tout le monde, pour pouvoir donner un coup de main et accompagner les tables avec qui on aime collaborer
depuis Il y a tellement quand d'années. même une passation de flambeau en cuisine, juste, Ouais, c'est, quand même, hein. oui, il y a Ouais. quand même, oui. Quand je te dis être en cuisine, puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'on verra si on en discute, si on en approfondit, mais quand tu parles être en cuisine encore plusieurs soirs par semaine, c'est qu'on est blindé en cuisine justement pour que ton rôle puisse être plus en accompagnement, puis les laisser reprendre possession un peu de la cuisine, justement. Puis ça veut pas dire que c'est comme quand je vais au Annette, je les accompagne une partie de la soirée. On est là pour la vision, puis avoir les yeux sur le terrain, puis avoir une Et proximité avec puis, l'équipe. si vous avez autre chose à faire, ils peuvent continuer à rouler sans Ah, vous. mais c'est ça. Exactement. C'est du Non. plaisir. C'est ça, mais exactement. exactement. Puis c'est par la force des choses, je disais, le but d'avoir une équipe de cuisine aussi professionnelle que celle qu'on a, c'est qu'ils puissent fonctionner sans nous. Mais après ça, c'est impossible pour moi de pas Tu seras jamais pas là, c'est ça. Ouais, j'aime les ça n'arrivera. voir aller. Je parlais des tests la semaine passée, c'est eux qui ont monté tous les tests. Après ça, on dégustait ensemble avec David Vincent. Donc, dans le fond, on était les 4. Et c'est impressionnant de voir David et Vincent, donc les chefs. Il y a beaucoup de David puis beaucoup de Vincent dans notre équipe. Je suis désolé, ça doit être... Donc, David et Vincent, donc les 2 chefs, de les voir en cuisine, de les voir collaborer, de les voir travailler ensemble, c'est fascinant de les voir aller. Puis moi, j'aime être à côté d'eux, de les voir partager cette passion-là. Puis moi, ça me nourrit. Moi, ça me fait plaisir de les voir aller. Puis c'est ce que j'ai le goût de faire à la rouverture avec eux. Hein. Et ça te rend fier Très d'avoir fier. créé cette alchimie-là? Ouais. Très fier, très fier. Ça, Lorsqu'on oui. a fait la soirée du Boulevardier, où vous êtes venu manger, c'était la première fois qu'on avait les 3 chefs, donc qui étaient les 3 réunis, habillés en veste de cuisine avec leur tablier. Et j'ai tellement aimé mes 2 Beau de les soirées. voir, C'était tout le monde, très oui. beau de les voir aller. Puis pour vrai, comme un grand frère, je suis fier je suis fier de ce qu'on crée. Puis je le sais. Il dit grand frère, hein, il dit Ouais. pas papa. Je suis pas encore rendu là. Pas prêt. Mais, puis, Je vais le Il est cuisiner plus jeune que nous, Pascal. Je sais, mais bon. donc j'ai hâte de les voir réunis à nouveau dans le restaurant, dans une cuisine que j'ai commencé à réfléchir bien avant que tous ces gens-là soient mis dans le projet. Donc c'est dans le fond c'est ma cuisine, c'est notre resto, ça a été réfléchi depuis pratiquement 2 ans. Donc c'est genre de les voir prendre le bateau qu'on a construit, puis de les voir jusqu'où eux vont naviguer, puis de les accompagner là-dedans. Ça, c'est ce qui est... Un peu comme ton enfant, il part avec la voiture pour la première fois, tu le suis de pas très loin. Oui, j'ai peur. Mais un track GPS. Oui, c'est ça. Exactement. Non, mais C'est sûr je qu'elle avait vraiment. suis pas inquiet parce que je sais que le vendredi soir, quand la tuyauterie va être bouchée, c'est toi qui vont appeler Ah, pour ça, venir c'est sûr, déboucher. ça. J'imagine avec tous les travaux qu'ils ont fait. Ah bah il y aura forcément des trucs, hein. Il y aura forcément mais des trucs. Et ça va arriver le vendredi anecdote, soir. Ça C'est sûr, c'est sûr. Anecdote. Donc, puis vous l'enlèverez, donc, voilà 4 jours. Donc, la nouvelle plonge est installée. On a une nouvelle plonge qui est Magnifique. sur moi là, sur une plonge pour Hôtel, pour cuisine d'hôtel. qui pourrait faire bien des jaloux. Et on remet la machine en marche. C'est la première fois qu'elle fonctionne. Et tous les troubles de plomberie, puis de tuyauterie, de trappe à graisse que j'ai eu dans le passé, à devoir se coucher sur le plancher, et ça m'a jamais dérangé de faire ça. J'ai toujours même aimé ça, faire ça. Il y a un petit côté de la campagne, de la ferme qui ressort en moi, qui essaie de trouver des solutions. Et on a remis, il y a 3 jours, la machine, et au premier jet d'eau, donc quand la machine a laissé couler ses premières eaux, tout a débordé. Puis là, j'étais comme, non, tout a débordé. Puis là, j'étais avec... Mais il fallait que ça arrive là, c'est parfait. Ouais. J'étais avec Sophie, donc Sophie qui dirige le projet d'une manière incroyable depuis 6 mois. Elle a vu dans mes yeux que, tu sais, le dégoût de tout ça. Puis je dis, bon, là, je devais partir en événement. On avait un gros événement. J'étais comme, oh, non. J'étais comme, tiens-moi au courant. Ils sont restés toute la nuit. Donc, même le restaurant, il est neuf, refait de A à Z. Il va toujours avoir des ennuis dans un restaurant. Même Annette, qui a 3 ans... Je pense que ça sert à ça. Avoir un restaurant, c'est de pouvoir te réveiller dans la nuit en se demandant il y a toujours qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qu'il y aurait à faire cette semaine. toujours des problèmes, et c'est la beauté. C'est la beauté d'avoir un restaurant. T'es toujours sur le qui-vive on est toujours à une machine
à laver prêt de pouvoir ouvrir et de fermer un soir un restaurant. Et c'est ça qui est fou. C'est un écosystème qui est tellement fragile. Ce que ça prend au minimum, c'est des humains qui sont passionnés, qui ont le goût d'embarquer dans ton aventure. Puis ça, c'est ma plus grande Qui ont fierté. autant de plaisir de descendre dans la trappe à graisse que de monter sur le toit pour enlever les petits minous au mois de juin. Et tout ça, ça fait partie de... En fait, je pense que c'est pour ça qu'on fait le métier. Là. C'est pour tous les imprévus qui viennent avec puis qui arrondissent l'expérience. Mais tu sais, tu disais que quelque part, t'aimais ça, être allongé par terre et c'est vrai que quand on en reparle, quand on y pense et quand on le vit, c'est dur. Mais quand on y repense, c'est vrai que c'est un côté satisfaisant de venir régler les problèmes. Pascal, quand on bossait ensemble, il avait 4 restos qu'il appelait toujours à droite, à gauche. Il râlait comme un pou, mais tu vois dans ses yeux qu'il adorait ça quand on l'appelle. Ouais. Et puis ça fait partie ça fait partie du métier de cuisinier. Moi, je l'ai toujours dit, je l'ai inculqué longtemps avec mes cuisiniers, mes chefs, de trouver des solutions. Trouver des solutions parce qu'il y a un service, il y a un événement, il y a une soirée, il y a des amis, des voisins, des collaborateurs, des clients importants qui vont venir au restaurant. Il faut trouver une solution. Trouver une solution, ça s'appelle la débrouillardise et c'est ce qu'on devrait tous donc avoir en nous un coffre à outils qui nous permet de trouver des solutions. Et ça va autant pour réparer une machine qu'en cuisine lorsqu'il arrive des problèmes ou lorsqu'il arrive des soucis dans un service. Et c'est un coffre à outils que quand on fait partie de la restauration, on le développe. Tu as eu 4 restaurants, vous avez travaillé en restauration, vous le savez. Avec le temps, avec l'expérience, on apprend. Il n'y a plus rien qui nous fait peur. Il n'y a plus rien qui nous fait peur. On sait qu'on va trouver une solution. Et je pense que c'est là qu'on devient bon. On garde notre sang-froid, on fait 2 pas de recul, on regarde le problème et on en trouve une solution. Et c'est ce que j'aime dans mon métier. Mais il devrait y avoir dans les écoles de cuisine des mini-cours de plomberie, d'électricité, de changer un robinet, déboucher la trappe à graisse, des petits trucs de même technique là que tu sais forcément tu vas passer, tu vas l'avoir ton joint de robinet à changer, ta trappe à graisse qui va déborder, tu sais. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, tous mes cuisiniers, tous mes sous-chefs, tous mes chefs ont tous le rêve d'avoir un restaurant. Puis moi, j'aime leur dire que tout est possible. Et c'est vrai. Moi, on a démarré. Est-ce qu'on est meilleur que d'autres? Est-ce qu'on a eu des opportunités plus que d'autres? Non, on a juste voulu le faire parce que c'était notre passion. Après ça, tout le monde peut le faire. Mais je leur dis tout le temps, être chef, propriétaire, ce n'est pas que cuisiner. Ce n'est pas que cuisiner. Oublie jamais ça, parce que je sais. Je sais pratiquement pas cuisiner. Pratiquement pas cuisiner, parce que lorsqu'on est au fourneau de notre restaurant, il faut voir à tout. Et oui, c'est vrai qu'on peut faire le style de cuisine qu'on veut. Donc, lorsqu'on ouvre son propre restaurant, notre vision, ce qu'on a acquis à travers les années, les expériences, c'est ce qui nous apporte à dire, bon, mais je vais ouvrir mon restaurant parce que je veux faire telle et telle chose. Moi, j'empêche mes chefs de faire certaines recettes, certaines visions. Pourquoi? Parce que c'est pas dans la vision du Hogan. Puis, j'ai toujours la même réplique en leur disant, ben, quand tu auras ton restaurant, tu feras à la blague, tu feras ce que tu veux. Tu peinturas les murs en rose, tu mettras les produits que tu veux dans ta cuisine. Donc ici, il y a une vision, il y a une ligne directrice qu'il faut garder parce que c'est ce qu'on a construit et c'était la nôtre. C'était la nôtre. Mais être chef propriétaire, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Et se coucher dans la trappe à graisse, quand on faut le faire une première fois, puis après ça, on s'en souvient toute sa vie. Et l'odeur. L'odeur, elle est magnifique. Oui. Mais il y a une petite fierté une fois que t'as réussi à régler le problème de vider la trappe à graisse tout seul pour la première fois, t'es là. Mais surtout quand l'équipe te voit coucher sous donc l'évier à la plonge, en train de réparer quelque chose, je crois aussi que ça apporte une fierté. Parce que ils sont là, moi je suis là à râler parce qu'il n'y a pas de cul de poule, je suis là à râler parce que la porte elle se trouve mal, elle se ferme mal, parce qu'on a fait, tu sais, il fait chaud en cuisine ou parce que c'était pas parfait le service ce soir. Puis il y a quelqu'un qui est couché sous une plonge avec du jus de plonge qui tombe dans le front et tout. Après ça, je pense que ça apporte une certaine fierté à l'équipe qu'on fait partie de leurs aventures, qu'on les apporte et on les côtoie dans tous
tous les problèmes qu'un restaurant peut avoir et ça nous fait Et que tu te mets dans la merde littéralement Ouais. pour qu'ils aient une bonne façon de travailler, qu'ils continuent à travailler, qu'ils fassent le meilleur d'eux-mêmes. Oui, Et c'est ça qui est super important. Et je crois que le respect apporte le respect, je l'ai toujours dit, et de faire partie de leur quotidien, parce que c'est là qu'on est, on est des gens d'opération, c'est le reste, on l'a appris, hein, il y a personne qui a lu un livre sur comment avoir un groupe en restauration dans l'est de la ville et suivre les étapes 1, 2, 3 on apprend encore aujourd'hui à tous les jours. À tous les jours, je me lève et je me demande comment va être ma journée. Je sais quand elle commence, je sais jamais quand elle va terminer. Puis toutes les embûches et c'est ce que j'aime de mon métier, ce que j'aime encore aujourd'hui de mon métier, 30 ans plus tard et j'espère pour encore. Mila, est-ce que tu trouves que le chef Marc-André Jeté, par rapport au chef qu'il était quand il a ouvert le Hogan, il est différent du chef qu'il est maintenant quand il s'apprête à ouvrir le Hogan 2.0? C'est une excellente question, c'est Il sûr. pose toujours de bonnes questions. Non, pas C'est toujours. pour ça qu'il est là. Il a évolué énormément. Je pense que la vision reste la même. La vision, c'est de cuisiner de la bonne nourriture pour que les gens y viennent, y apprécient. Éduquer par la cuisine aussi un peu, qu'on peut manger bien, puis que la cuisine québécoise et la gastronomie québécoise, merci, que la gastronomie québécoise, ça peut être délicat, ça peut être créatif, ça peut être poussé, ça peut être rempli de légumes. Il a toujours été défini comme chef à la cuisine féminine. Je pense que c'est une cuisine plus délicate, puis avec une belle vision. Je sais pas si utiliser les mots masculin, féminin, ça a la même du sens aujourd'hui, mais oui, je trouve que ta cuisine est quand même féminine. Je pense que c'est quelque chose qui plaît bien. Ça a l'air de lui faire plaisir. Hein. Ouais. Est-ce que Marc-André, tu as des mots pour définir ta cuisine ou pas vraiment? Ça a longtemps été la pire, c'est pas la pire question parce que tu poses des très bonnes questions là, mais c'est une question qui est difficile à mettre en mots. Une cuisine, c'est plus facile à mettre en assiette. Je cuisine, j'ai toujours cuisiné pour faire plaisir. J'ai toujours cuisiné pour que les gens vivent des moments qui soient marquants et qui puissent ressortir d'une expérience au Hogan avec une émotion, une texture et ma cuisine elle a longtemps été une cuisine où la délicatesse, la fraîcheur, l'acidité, énormément de légumes puis vous connaissez ma cuisine, on n'est pas on n'est pas une cuisine qui est végétarienne ni végane, mais depuis une vingtaine d'années, j'ai toujours aimé mettre de l'avant, puis ça vient de mes parents, ça vient de ce que mes parents mettaient sur la table avec le jardin familial, mais de faire une cuisine qui est légère et à la fois rafraîchissante. Puis lorsqu'on sort de table, on est heureux et qu'on a passé une belle soirée, on a goûté, on a goûté des produits, puis sans rentrer dans des produits uniquement d'exception, mais on a seulement mangé, on a agréablement seulement mangé des bons produits et ça nous fait chaud au cœur et c'est ce que j'aime faire comme cuisine. Une cuisine qui est réconfortante, des produits d'ici et des humains derrière tout ça, ce qui fait la différence. Juste parce que Emery qui parle toujours du menu, du chef, machin. Moi, je suis un peu plus dans la technique, on va dire, de l'opération. Le concret. Donc, ouais, un peu, les détails, les concrets, ouais, les opérations. Combien ça a coûté? Non, ça, on le sait déjà, mais juste une précision sur l'avant. Vous avez changé le système de ventilation pour qu'il y ait moins l'odeur de la fumée chez les clients qui sortent chez vous. Ouais. Que les gens puissent ouvrir la porte en rentrant dans le restaurant, ça c'est aussi un gros volet. Ça, c'est un truc qu'on devrait apprendre aussi en école. C'est l'effet de ventilation, succion, pression négative. Énorme, mais on a un bâtiment qui a plus de 100 ans. C'est vraiment une passoire, donc c'est un vieux hangar où les moules pour les chaudières de train à l'époque gardaient les moules en bois ici.
Donc ce vieux hangar-là a été reconstruit en restaurant, donc v'là 10 ans, mais les murs, il n'y a aucune isolation des murs, il y a des trous partout dû à la vieillesse du bâtiment, et on a eu des énormes problèmes tout au long du Hogan à garder l'air froid, à garder l'air chaud, ne pas faire entrer l'air froid, des enjeux de ventilation. Puis on n'avait pas les moyens d'avoir quelque chose qui était automatisé ou réfléchi comme les hôtels peuvent avoir. Ça a été tout un combat tout au long des 10 dernières années. Et les gens, certaines personnes, puis je les comprends, revenaient à la maison et aimaient notre feu de bois, aimaient notre cuisine, mais sentaient, ou ses vêtements sentaient un peu le feu de bois, puis ça l'emmenait certaines frustrations. Donc, on voulait tout régler ces petits problèmes-là de froid, de chaleur, de luminosité, d'acoustique, de ventilation, et c'est ce qu'on a fait avec le Hogan 2.0. Toute la lumière aussi, c'était très très sombre. On avait beaucoup d'enjeux d'électricité puis de plomberie, ce qu'on a aussi réglé par la suite. Ça c'est un petit peu plus dans le derrière du restaurant, mais je crois que l'expérience pour le client, ils vont retrouver leur restaurant, mais dans une ambiance qui va être beaucoup plus réfléchie puis adaptée. Ouais, mais rassurez-moi, on sentira quand même le feu de bois quand on entre dans le resto. Là, parce que Totalement. Ça disparaît pas. Ça va peut-être juste être un petit peu mieux contrôlé. Oui, exactement. C'est la première signature, là, le Bien premier sûr. truc que tu ouvres la porte, t'as cette belle odeur. Là. Oui. Ah, et puis, Et le feu de foyer qui brûle. Moi, je trouve ça cool de repartir avec le. Bah, il y a une dose, il y a une juste dose à ressentir. Ouais, mais c'est un peu comme tu vas au camping. Au camping, je le compare pas, mais tu sais, le lendemain, tu prends ta veste et puis t'as cette odeur et puis ça te rappelle un petit peu. C'est bien si tu l'as le lendemain, mais pas une semaine plus tard. Ouais. J'avoue. Oui. Vous avez aussi ajouté, excuse-moi, je t'ai coupé, Marc-André, mais vous avez aussi ajouté une nouvelle expérience. Et oui, la table dans le cellier. La table dans le cellier, notre passion pour le vin, donc avec Mila, ça fait plus de 12 ans qu'on est tombé en amour avec le vin, le partage, les soirées incroyables qu'on a eues à partager du bon vin. Le Hogan a toujours eu une vision d'avoir une belle carte des vins et d'avoir un outil de travail. Donc pour les sommeliers, c'était important de le changer. L'ancien cellier, c'est une salle de bain qu'on avait condamnée. Donc on n'était pas au code, donc je le dis maintenant. On avait enlevé la toilette, on avait refait le plancher et on avait monté un cellier à bric-à-brac qui était magnifique et tout, mais c'était pas parfait. C'était pas parfait. Ce que tu dis pas, c'est qu'au début, le cellier était littéralement dans la salle de bain qu'on l'avait condamné. Puis avant d'avoir le cellier avec une porte dédiée, il y avait la toilette encore. Les serveurs, les sommeliers sortaient de la salle de bain avec les bouteilles de vin pour le service. C'était la toute dernière qui n'existait plus, mais ça, c'était des fun facts. Oui, exactement. C'est un concept. T'es dans les toilettes, tu fais ta petite affaire et tu choisis. Il y a quelqu'un qui sort avec une belle bouteille de champagne. Voilà. Ouais, la publicité à l'interne. Donc, on a créé un cellier, donc au 2e étage, pour poursuivre donc la vision qu'on a avec Hugo, avec Laurence, de mettre de l'avant donc une carte des vins qui a de l'âge, qui est à maturité. Donc, on a monté une salle, donc parce qu'on peut recevoir maintenant 5 personnes au centre du cellier. Donc, pour soit venir faire une visite, manger une bouchée ou assister donc le sommelier dans son travail au niveau là, de l'ouverture de la bouteille ou de la section de la bouteille. Donc, pour moi, c'est un peu un clin d'œil à mettre de l'avant cet outil de travail et d'être fier de montrer tout l'acharnement qu'on a eu dans les dernières années à chercher des flacons d'exception puis de les avoir sur notre carte. On sait que je sais pas toi personnellement, ça va être l'occasion de me répondre, mais on sait que le Hogan a une carte des vins exceptionnelle
surtout, enfin notamment en ce qui concerne le Bourgogne. Première question, est-ce que toi es-tu un fan de Bourgogne? J'imagine que Non, il aime pas ça, le Bourgogne. J'imagine que C'est oui. clair qu'il y a plein de Bourgogne. Totalement. Tout le monde pense que je bois seulement de la Bourgogne, ce qui est faux. Ouais. Mais oui, c'est une région. Je dirais plus, c'est plus au niveau du Pinot Noir, du Chardonnay, deux cépages que j'adore, mais qui se fait ailleurs dans le monde et qui font des produits aussi d'exception. Hein. As-tu un petit coin de ta cave réservé au vin québécois? On a des vins québécois. On a des vins québécois. On a fait une dégustation dernièrement avec l'équipe du Hogan. Donc, on travaille en étroite collaboration avec une ferme dans les cantons de l'Est. Donc, la ferme East Hill, donc avec Patrick. Patrick nous aide avec ses jardins. On collabore avec lui. Donc, il y a une parcelle où il fait pousser légumes, fleurs, fruits pour nous. Et on collabore avec lui. On a apporté toute l'équipe et Patrick est en train de planter, a planté des vignes. On était lui donner un petit coup de main. Donc, à passer du temps à la ferme. Donc, c'est le Hogan à la ferme, voir nos jardins, voir un peu la collaboration avec l'équipe de jardiniers qui est là-bas, puis aussi voir les vignes, donner un coup de main. Et on a fait une dégustation de vins québécois. Il y a eu plein de belles surprises. On a une page sur la carte des vins dédiée aux vins du Québec, mais on n'a aucune fermeture sur tous les vins. On a sur les 800 références qu'on a, que ce soit ici ou les 600-700 qu'on a au Annette, on a des vins de partout sur la planète. Donc, à ça, est-ce qu'on a des vins du Québec? Clairement. Est-ce qu'on fait de la place aux vins du Québec? Complètement. On a énormément de collaborateurs. Hugo passe ses journées à les rencontrer et à s'assurer qu'on les ait sur la carte. On peut pas tous les avoir. Hein. Il y a énormément d'agences maintenant et de domaines qui font du bon vin. Le domaine Camille qui est je pense un peu le coup de cœur à Hugo. Le domaine de l'Espiègle aussi. Joy Ouais. Hill, que ce soit aussi les anciens du Pullman. Pinard. Pinard, Oui, Pinard merci et Fille. beaucoup. Pinard et Fille. Donc, on a leurs produits et on en est très fiers et on va continuer à le faire au-delà de la Bourgogne et de ces flacons magnifiques. Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement de perception des vins québécois par les clients? Parce que nous, on l'a constaté là depuis 10 ans, vraiment la qualité, c'est vraiment impressionnant. Là, on est passé des petits vins sympathiques, un peu champ gauche, à vraiment des belles bouteilles, une expertise qui est encore en développement, mais il y a vraiment des choses qui commencent à avoir un potentiel de garde, des choses vraiment profondeur. Ouais. Est-ce que au niveau des clients, ça commence à se ressentir, ou quand t'as je sais pas, j'ai peut-être un cliché sur une partie de tes clients qui veulent vraiment une belle bouteille pour accompagner un bon repas, ils vont systématiquement aller sur du champagne, du Bourgogne ou de la Toscane. Est-ce que ça commence à venir un peu en disant mais as-tu quelque chose de québécois à nous proposer, ou pas encore? Ouais, mais c'est très drôle parce que donc on a vraiment toute une variété de clients qui viennent au Gun. Donc, le champagne, ça se vend pas. Donc, on a énormément de difficultés à vendre du champagne, puis certains restaurants qui mettent l'emphase sur le champagne. Et on a, je crois, une très belle cave à champagne dans nos deux projets. Je crois que c'est pas encore perçu. Je pense que c'est perçu comme étant festif. Donc, on fait la fête, on ouvre du champagne, les bulles, sabrer le champagne. Mais le champagne, c'est un vin. Le champagne, c'est un vin qui peut se prendre à toute étape de la journée, peut-être parce que j'aime beaucoup le champagne, mais encore une fois, on a encore beaucoup à travailler sur les bulles et l'effervescence dans les bouteilles. Pour revenir donc à comment le vin québécois se migre sur nos cartes avec les années, mais clairement, tu l'as dit, on le voit dans la... Je dirais pas que c'est dans le professionnalisme, mais je pense que c'est l'expertise, l'expérience des vignerons québécois, où on retrouve beaucoup plus de délicatesse puis de lignes directrices claires sur leur vin. Donc, v'là une dizaine d'années, v'là une quinzaine d'années, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'essais et erreurs. On voyait des vins qui étaient pas nécessairement droits. Puis dans le groupe, donc dans notre vision à moi puis Mila, c'est que ça soit nature ou pas nature,
est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est droit? Est-ce qu'on est content de le boire? On a du plaisir à le On a du boire plaisir à le aussi, boire puis à le puis de partager. plus en plus dans les vins québécois, je dirais, c'est on voit une évolution, puis une évolution qui est exponentielle. Je pense que la clientèle a suit. C'est peut-être la génération un peu plus jeune qui est encore plus ouverte parce qu'ils sont en mode exploratoire, mais aussi sont accompagnés d'un sommelier qui est capable de comprendre qui tu es puis qu'est-ce que tu veux vivre comme expérience. Je pense que là, c'est l'éducation justement de la clientèle, leur faire comprendre que les vins québécois sont bons, puis c'est les porte-parole du vin. C'est un sommelier pour nous, c'est ça, c'est quelqu'un qui va endosser puis bien représenter puis mettre en lumière les producteurs de partout dans le monde. Oui, on adore la Bourgogne, c'est faut le dire, mais il y a des choses phénoménales, puis c'est de plus en plus le fun de boire des vins québécois. Quand on a commencé à explorer les vins de notre côté, autant il y avait les vins français, québécois, il y en avait espagnols, tout était au même palier, puis ton palais s'affine à travers le temps, tu crées tes préférences. Le vin québécois, il était peut-être un petit peu moins, peut-être qu'on n'avait pas le budget aussi, je sais pas dans le temps, mais le vin québécois était peut-être un petit peu, c'est quelque chose qu'on a un peu mis de côté dans notre expérience, puis qu'on a vraiment eu beaucoup de plaisir à retrouver à travers le temps aussi. Nos sommeliers aussi, ils adorent, puis ils le représentent bien, puis la clientèle, elle apprécie, puis elle suit nos employés aussi. C'est des très bons ambassadeurs aussi de bons producteurs québécois. Sans compter les vins canadiens aussi, hein. Donc, au Québec, Absolument. on fait des bons vins, mais au Canada aussi, il y a de quoi être fier des au bons producteurs. Okanagan. Okanagan, oui. Ouais, Mila, à ton avis, est-ce que les clients seraient prêts à mettre 200, 300 $ dans une bouteille de vin québécois? Je pense qu'on n'est peut-être pas encore rendu là, mais je pense que c'est quelque chose qui peut venir très rapidement. Surtout, vu qu'on est en évolution, on connaît peut-être encore un petit peu moins les potentiels de garde, mais c'est aussi dans le vin, c'est j'ai l'impression il y a le volet d'un producteur mythique qui vient ou une expérience mythique, donc les gens sont à la recherche de ça. Il y a peut-être déjà des choses qui commencent à se créer autour des produits québécois comme ça, puis quand un producteur ou une bouteille atteint un certain statut d'être prisé par les sommeliers, par les amateurs de vin, ben on peut la vendre de plus en plus cher. La vendre 200-300 $ dans un restaurant, je pense que les gens se rapprochent de ça, de l'acheter à 200-300 $. Peut-être qu'on est Moi, encore déjà, un petit peu loin. personnellement, une bouteille de 200-300 $, tu sais qu'elle soit de Bourgogne ou pas, j'ai Ouais. du mal à l'acheter déjà. Ben, il y a ce volet-là aussi, donc les gens ils consomment raisonnablement. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une clientèle Ouais. qui Bien a sûr. qui a l'argent et le goût Ouais. de se faire des plaisirs avec ce budget-là. Mais dans le type de clientèle qu'on a, donc, il y a des gens qui ont les sous. Donc, avoir les moyens d'acheter du vin, c'est une chose, mais on a aussi une clientèle qui a les moyens d'acheter du vin qui connaissent leur vin. Puis les gens qui connaissent leur vin, qui viennent au Gun, peuvent se promener dans toute la carte et trouver bien des choses, donc des pépites qu'on appelle. Il y a toujours des pépites sur une carte des vins. Et trouver des pépites qui sont pas en Bourgogne. C'est bien la Bourgogne, c'est incroyable, mais il n'y a pas que la Bourgogne. On peut pas que acheter, ça veut dire, il y a pas que des Ferrari rouges, donc il y a autre chose qui se trouve sur notre carte au tiers du prix, au quart du prix et qui sont exceptionnels. Et c'est pour ça que nos sommeliers sont là. Puis sont aussi fiers, les sommeliers, de sortir quelque chose à un client qui dit « Ah, moi, je veux un vin de la Toscane, je bois que ça. » Parfait. Qu'est-ce que vous aimez? Ah, ben, c'est parce qu'on retrouve cette richesse-là, cette réflexion-là. Parfait. Est-ce que je peux vous proposer quelque chose? Est-ce que je peux vous proposer quelque chose parce qu'on le connaît, parce qu'on l'accompagne? Et c'est là que les sommeliers sont fiers. Parce que c'est facile de vendre une étiquette. L'étiquette par elle-même. Le prix, des fois, parle par lui-même. Mais lorsque les sommeliers font leur travail parce qu'ils sont des passionnés, sont des gens qui passent leur journée à rechercher, à questionner, à goûter, et lorsque les sommeliers vont mettre une bouteille qui fait plaisir à un client dans sa braquette de prix, mais qui l'a sorti de son des sentiers connus, mais ça c'est la fierté des sommeliers, puis c'est ce qu'on recherche au Gun, ce qu'on veut, et on a
toute notre équipe de sommellerie reviennent et ont hâte de travailler et c'est touchant de les voir parler puis en ce moment sont sur sur l'approche avec le vin et on a changé la carte des vins, donc autant le menu a changé, donc on est sur la même vision mais on est en train de faire beaucoup de changements. Mais pour la carte des vins, on a eu des réflexions avec les sommeliers sur comment présenter la carte des vins, comment apporter un client à choisir sa bouteille ou l'accompagner dans la fourchette de prix qu'il voulait avoir. Et ça, c'est fort intéressant de revoir comment ils vont redesigner chaque page de la carte des vins pour justement avoir une approche qui est plus accessible. Parce que des fois, c'est vrai que ça pouvait être épeurant de feuilleter la carte des vins du Hogan, mais on a encore des vins. Ça peut être intimidant pour certains clients qui s'y connaissent pas. Mais dans ce temps-là, la meilleure chose, c'est de parler avec un sommelier. Puis de pas hésiter à parler du prix aussi. Absolument. Jamais hésiter de parler du prix. Il y a pas parce qu'une bouteille est moins chère qu'elle est moins bonne. En fait, c'est 100%, ça. C'est juste une expérience différente, puis avec une valeur spéculative malheureusement différente, parce que c'est le même travail d'un vignoble à un autre. Le savoir-faire et le statut que les vignerons vont atteindre va avoir un impact où ils travaillent aussi, là, assurément, le loyer et le frais de la main-d'œuvre en fait partie. Mais il y a aussi le statut atteint, puis comment les gens ils convoitent certains produits qui peuvent augmenter leur valeur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On parlait du champagne tantôt pour accompagner les plats. Le champagne, parmi les grands vins, en accompagnement, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Là, je te parle pas des bouteilles marketing qu'on trouve à la SAQ, mais des grands vins de champagne de vigneron, comme on dit, c'est beaucoup moins cher qu'une grande bouteille de Bourgogne. Et pour accompagner un plat, c'est grandiose. Absolument. C'est un des produits où il y a des étiquettes qui ont mis des équipes marketing derrière où il y a des prix qui ont flambé, mais c'est vrai que dans la fourchette entre, mettons, 100 et 200 $, il y a énormément de petits vignerons qui font des champagnes d'exception avec une richesse en bouche puis une profondeur qui peut aller sur un repas complet et on peut retrouver et on est très bien desservi au Québec grâce à toutes les maisons d'importation privées, mais aussi la SAQ qui donne la SAQ aussi. Oui. Et à ça, oui. Puis c'est le Hogan est là pour autant mettre de l'avant les producteurs et les humains, mais c'est aussi du côté du vin, on va toujours continuer à vouloir desservir notre clientèle avec leurs besoins. C'est leurs besoins. Parce que si tu essaies de upseller, donc tu essaies de faire dépenser le client plus, il va pas revenir. Puis ça, on le sait. Puis nos sommeliers le savent aussi. Parce que les gens me disent, moi, j'ai 100 $ de budget pour une bouteille de vin. Parfait. Il y en a une à 70, il y en a une à 85 et il y en a une à 110. Ça, c'est la fourchette qu'on devrait donner et non comme dans certains restaurants, pour pas les nommer, qui vont dire, parfait, j'en ai un à 100, 120, puis 150, puis celle-là, c'est celle que tu devrais prendre. Et ça, c'est au contraire de ce qu'on veut faire. Je dirais pas la majorité, mais sur les 800 références qu'on a, on en a 200-300 qui sont entre 50 $ et 200 $. Puis c'est là, la bouteille moyenne, Hogan, c'est 90 $. Je pense que c'est 88. Donc, nos bouteilles, les bouteilles qu'on vend tous les jours sont en bas de 100 $. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Et est-ce qu'on a des vins pour tous les prix, toutes les bourses? Totalement. Tous les goûts, oui. Est-ce qu'on peut s'exciter au Hogan? Oui, mais comme dans beaucoup d'autres places. Avec parcimonie. Hein? Oui. Avec modération. Est-ce que tu as gardé la même équipe de sommeliers? Oui, c'est la même équipe. On a les 4 mêmes sommeliers. Rappelle-moi On change pas une équipe qui gagne. Hein? Comment le nom du sommelier? Hugo Duchesne. Laurence. Oui. Laurence Brillant-Poil. Oui, Laurence. Oui. Puis on a aussi, mais dans le fond, je pense qu'on a... On donne beaucoup la piqûre aux serveurs parce que la plupart des serveurs qui commencent au Hogan finissent par prendre passion au vin, vu l'équipe de sommellerie qu'on a, ils sont tous en train de suivre leur cours, ont tous eu des formations là, le W7, les formations en vin là un peu plus poussées, et on a une équipe de serveurs qui ont des connaissances là. Il nous manquerait, s'il nous manquait de sommeliers à même l'équipe, là, on est choyé, là, on a plusieurs talents, donc au niveau de la sommellerie, ouais. Bon, je vais revenir sur les chiffres, moi. Ouais. Eh ouais.
Je vous les ai laissés parler un peu, vin, Ouais, bouffe, c'est ça. les chiffres. Les chiffres. Vous avez investi beaucoup d'argent. Vous avez embauché un chef exécutif et un deuxième chef, donc plus de masse salariale. Vous baissez les prix du menu. Vous avez calculé ça comment, là, la rentabilité? Vous n'avez pas augmenté le nombre de On places a assises. baissé le nombre de places assises. On est passé de 78 à 74 places assises. Donc ouais, alors en plus vous avez baissé le nombre de places. Tous mes amis qui sont en finance nous trouvent un peu fous d'avoir fait ça. Donc c'est derrière la passion et un peu l'innocence j'ai pas toujours fait les choses parce que ça faisait du sens. On est des artisans, des artistes, on aime notre métier. Puis je pense que Mila peut le dire, au sein de l'équipe avec Vincent, notre associé, on fait les choses par passion, puis par intuition. La rénovation du Hogan, derrière tout ça, on a parlé que les prix à la carte allaient baisser, mais le prix du dégustation, on l'a monté de 15 $. Donc, on a un peu monté le prix par rapport à toute la vaisselle, puis surtout l'art de la table dans lequel on investit avec que ce soit Caroline pour les assiettes ou que ce soit Nicolas pour certaines assiettes qu'on a fait faire en termes de verrerie. Mais à ça, pourquoi ça va faire du sens? Ça va faire du sens parce qu'on passe de 5 jours à 7 jours, donc on rajoute 2 services. Et à ça, on est chanceux, on est choyé, on est dans les Shop Angus, puis la société de développement Angus ont une vision assez incroyable d'accompagner leurs restaurateurs, et ils nous ont donné un fort coup de main dans le projet, et on verra ça va mener où, hein. C'est le Logan, c'est le flagship du groupe, c'est là de là que tout est né, et on va continuer à le mettre de l'avant et de s'assurer que le restaurant ait tous les moyens nécessaires à faire le rêve dont on est en train de créer, moi, Mila et Vincent, là, d'avoir une table d'exception dans un quartier incroyable. Donc on a Trop fini, cher, on a trop cher. presque, Tu sauras pas combien ça- non, je sais déjà de toute façon, mais on arrive à la fin de cette entrevue. On n'a pas parlé du Annette, ou très brièvement, du Léo et Édouard et Léo. Édouard et Léo, pardon, et des autres projets, traiteurs. Vous avez beaucoup d'activités. Je pense que ça prendrait un autre jour, parce que là, on se concentre sur votre vision d'aujourd'hui, ce qui était super important. Tu avais une dernière question, toi, Aymeric? C'était pas une question, mais je voulais partager un petit coup de cœur que j'ai eu pour un de vos voisins. Je suis allé manger au restaurant Terroir la semaine dernière. C'est 3 petits jeunes. Je crois que ils ont travaillé avec toi. Il y en a un qui Avec Marc-Antoine. Ouais, Marc-Antoine a travaillé avec toi. ici en service, ouais. Vraiment, petit resto, extrêmement bien fait. Je voulais partager avec nos auditeurs cette petite perle. Alors si vous allez au Hogan et que c'est complet, juste derrière il y a un excellent resto. Je vous garantis que vous allez très très bien manger. Ça s'appelle Sinon, Terroir. il y a le Annette aussi, sinon, hein, si c'est plein. C'est quand même. Ça, c'est de l'autre côté. Quand même. Donc, autour dans les Shop Angus, il y a encore de la place pour d'autres restaurants, mais on est tellement bien desservis là, avec que ce soit aussi Bleu et Persillé qui a ouvert très récemment. Donc, une fromagerie d'exception qui est juste à côté d'ici, là, juste à côté de Terroir, là, qui ont quelques plats le midi aussi. Donc, on a un quartier. Ça rajoute un certain centre de gravité pour attirer plus de gens. Ici, ça donne une raison de plus de venir ici. Donc, au lieu de venir au Hogan le vendredi, on peut venir au Terroir le samedi, on peut venir au Annette, on peut venir chez Bleu et Persillé, puis on peut juste continuer à revenir au jamais repartir. Totalement, exactement. C'est du bon voisin. Il est en train de se passer quelque chose dans l'est de Montréal. Hein. Absolument. Ça bouge et dans le bon sens, c'est excitant. Oui, c'est prometteur. Merci beaucoup les amis. Merci Mila pour cette belle conversation. On vous souhaite bon courage là. Il reste 15 jours. Probablement on va diffuser cet épisode. Ça va être sur le point d'ouvrir. Alors bravo pour ce bel endroit. Merci pour votre temps. Restez dans le jeu les amis. Ciao. 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 Merci beaucoup.